Au moment où madame Bridau revenait à Issoudun, pour, selon l'expression de maître Desroches, sauver une succession si sérieusement compromise, le père Rouget était arrivé par degrés à un état quasi végétatif. D'abord, dès l'impatronisation de Max, mademoiselle Brasier mit la table sur un pied épiscopal. Rouget, jeté dans la voie de la bonne chère, mangea toujours davantage, emporté par les excellents plats que faisait la Védie. Malgré cette exquise et abondante nourriture, il engraissa peu. De jour en jour, il s'affaissa comme un homme fatigué, par ses digestions peut-être, et ses yeux se cernèrent fortement. Mais si, pendant ses promenades, des bourgeois l'interrogeaient sur sa santé, jamais, disait-il, il ne s'était mieux porté. Comme il avait toujours passé pour être d'une intelligence excessivement bornée, on ne remarqua point la dépression constante de ses facultés. Son amour pour Flore était le seul sentiment qui le faisait vivre. Il n'existait que par elle. Sa faiblesse avec elle n'avait point alors de borne. Il obéissait à un regard, il guettait les mouvements de cette créature comme un chien guette les moindres gestes de son maître. Enfin, selon l'expression de madame Auchon, à 57 ans, le père Rouget semblait être plus vieux que M. Auchon, alors octogénaire. Chacun imagine, avec raison, que l'appartement de Max était digne de ce charmant garçon. En effet, en 6 ans, le commandant avait d'année en année perfectionné le confort embelli les moindres détails de son logement, autant pour lui-même que pour Flore. Mais ce n'était que le confort d'Issoudun. Des carreaux mis en couleur, des papiers de tenture assez élégants, des meubles en acajou, des glaces à bordure dorée, des rideaux en mousseline ornés de bandes rouges, un lit à couronne et à rideaux disposés comme les arrangent les tapissiers de province pour une riche mariée, et qui paraît alors le comble de la magnificence, mais qui se voit dans les vulgaires gravures de mode, et si commun que les détaillants de Paris n'en veulent plus pour leurs noces. Il y avait, chose monstrueuse, et qui fit causer dans Issoudun, des nattes de jonc dans l'escalier, sans doute pour assourdir le bruit des pas. Aussi, en rentrant au petit jour, Max n'avait-il éveillé personne. Rouget ne soupçonna jamais la complicité de son hôte dans les œuvres nocturnes des chevaliers de la désœuvrance. Vers les 8 heures, Flore, vêtue d'une robe de chambre en jolie étoffe de coton à 1000 raies roses, coiffée d'un bonnet de dentelle, les pieds dans des pantoufles fourrées, ouvrit doucement la porte de la chambre de Max. Mais en le voyant endormi, elle resta debout devant le lit. « Il est rentré si tard, dit-elle. À 3h30. Il faut en avoir un fier tempérament pour résister à ces amusements-là. Est-il fort, cet amour d'homme? Qu'auront-ils fait cette nuit? Tiens, te voilà, ma petite Flore, dit Max en s'éveillant, à la manière des militaires accoutumés par les événements de la guerre à trouver leurs idées au complet et leur sang-froid au réveil, quelque subit qu'il soit. Tu dors, je m'en vais. Non, reste, il y a des choses graves. Vous avez fait quelque sottise cette nuit? Ah oui. Il s'agit de nous et de cette vieille bête. Ah ça, tu ne m'as jamais parlé de sa famille. Eh bien, elle arrive ici, la famille. Sans doute pour nous tailler des croupières. Ah, je m'en vais le secouer, dit Flore. Mademoiselle Brasier, dit gravement Max, il s'agit de choses trop sérieuses pour y aller à l'étourdie. Envoie-moi mon café, je le prendrai dans mon lit et je vais songer à la conduite que nous devons tenir. Reviens à 9h, nous causerons. En attendant, fais comme si tu ne savais rien. Saisie par cette nouvelle, Flore laissa Max et alla lui préparer son café. Mais un quart d'heure après, Baruch entra précipitamment et dit au grand maître « Fario cherche sa brouette ». En 5 minutes, Max fut habillé, descendit et, tout en ayant l'air de flâner, il gagna le bas de la tour, où il vit un rassemblement assez considérable. « Qu'est-ce » fit Max en perçant la foule et pénétrant jusqu'à l'Espagnol. Fario,
petit homme sec, était d'une laideur comparable à celle d'un grand d'Espagne. Des yeux de feu comme percés avec une vrille et très rapprochés du nez l'eussent fait passer à Naples pour un jeteur de sorts. Ce petit homme paraissait doux parce qu'il était grave, calme, lent dans ses mouvements. Aussi le nommait-on le bonhomme Fario. Mais son teint couleur de pain d'épices et sa douceur déguisaient aux ignorants et annonçaient à l'observateur le caractère à demi mauritain d'un paysan de Grenade, que rien n'avait encore fait sortir de son flegme et de sa paresse. « Êtes-vous sûr, lui dit Max, après avoir écouté les doléances du marchand de grains, d'avoir amené votre voiture ? Car il n'y a, Dieu merci, pas de voleur à Issoudun. Elle était là. Si le cheval est resté attelé, ne peut-il pas avoir emmené la voiture ? Le voilà, mon cheval, dit Fario en montrant sa bête, harnachée à 30 pas de là. Max alla gravement à l'endroit où se trouvait le cheval, afin de pouvoir, en levant les yeux, voir le pied de la tour, car le rassemblement était au bas. Tout le monde suivit Max, et c'est ce que le drôle voulait. « Quelqu'un a-t-il mis par distraction une voiture dans ses poches » cria François. « Allons, fouillez-vous, dit Baruch. Des éclats de rire partirent de tous côtés. Fario jura. Chez un Espagnol, des jurons annoncent le dernier degré de la colère. « Est-elle légère, ta voiture » dit Max. « Légère » répondit Fario. « Si ceux qui rient de moi l'avaient sur les pieds, leur corps ne leur ferait plus mal. » « Il faut cependant qu'elle le soit diablement, » répondit Max en montrant la tour, « car elle a volé sur la butte. » À ces mots, tous les yeux se levèrent. Il y eut en un instant comme une émeute au marché. Chacun se montrait cette voiture fée. Toutes les langues étaient en mouvement. Le diable protège les aubergistes qui se damnent tous, dit le fils Godet au marchand stupéfait. Il a voulu t'apprendre à ne pas laisser traîner de charrettes dans les rues au lieu de les remiser à l'auberge. À cette apostrophe, des huées partirent de la foule, car Fario passait pour avare. « Allons, mon brave homme, dit Max, il ne faut pas perdre courage. Nous allons monter à la tour pour savoir comment ta brouette est venue là. Nom d'un canon, nous te donnerons un coup de main. Viens-tu, Baruch ? Toi, dit-il à François en lui parlant dans l'oreille, fais ranger le monde, et qu'il n'y ait personne au bas de la butte quand tu nous y verras. » Fario, Max, Baruch et 3 autres chevaliers montèrent à la tour. Pendant cette ascension assez périlleuse, Max constatait avec Fario qu'il n'existait ni dégâts ni traces qui indiquassent le passage de la charrette. Aussi, Fario croyait-il à quelque sortilège. Il avait la tête perdue. Arrivés tous au sommet, en y examinant les choses, le fait parut sérieusement impossible. « Comment que j'allons la descendre ?» dit l'Espagnol, dont les petits yeux noirs exprimaient pour la première fois l'épouvante, et dont la figure jaune et creuse, qui paraissait ne devoir jamais changer de couleur, pâlit. « Comment ?» dit Max. « Mais cela ne me paraît pas difficile. » Et, profitant de la stupéfaction du marchand de grains, il mania de ses bras robustes la charrette par les 2 brancards, de manière à la lancer. Puis, au moment où elle devait lui échapper, il cria d'une voix tonnante « Gare là-dessous !» Mais il ne pouvait y avoir aucun inconvénient. Le rassemblement, averti par Baruch et pris de curiosité, s'était retiré sur la place à la distance nécessaire pour voir ce qui se passerait sur la butte. La charrette se brisa de la manière la plus pittoresque en un nombre infini de morceaux. « La voilà descendue, » dit Baruch. « Ah, brigand ! Ah, canaille !» s'écria Fario. « C'est peut-être vous autres qui l'avez montée ici. » Max, Baruch et les 3 compagnons se mirent à rire des injures de l'Espagnol. « On a voulu te rendre service, » dit froidement Max. « J'ai failli, en manœuvrant ta damnée charrette, être emporté avec elle. Et voilà comment tu nous remercies.
De quel pays es-tu donc ? Je suis d'un pays où l'on ne pardonne pas, répliqua Fario, qui tremblait de rage. Ma charrette vous servira de cabriolet pour aller au diable. À moins, dit-il, en devenant doux comme un mouton, que vous ne vouliez me la remplacer par une neuve. Parlons de cela, dit Max en descendant. Quand ils furent au bas de la tour et en rejoignant les premiers groupes de rieurs, Max prit Fario par un bouton de sa veste et lui dit « Oui, mon brave père Fario, je te ferai cadeau d'une magnifique charrette, si tu veux me donner 250 francs. Mais je ne garantis pas qu'elle sera comme celle-ci, faite au tour. » Cette dernière plaisanterie trouva Fario froid comme s'il s'agissait de conclure un marché. « Dame, répliqua-t-il, vous me donneriez de quoi me remplacer ma pauvre charrette, que vous n'auriez jamais mieux employé l'argent du père Rouget. » Max pâlit. Il leva son redoutable poing sur Fario, mais Baruch, qui savait qu'un pareil coup ne frapperait pas seulement sur l'Espagnol, enleva Fario comme une plume et dit tout bas à Max « Ne va pas faire des bêtises. » Le commandant, rappelé à l'ordre, se mit à rire et répondit à Fario « Si je t'ai, par mes gardes, fracassé ta charrette, tu essaies de me calomnier, nous sommes quittes. » « Pas encore, dit en murmurant Fario. Mais je suis bien aise de savoir ce que valait ma charrette. » Ah, Max, tu trouves à qui parler, dit un témoin de cette scène qui n'appartenait pas à l'ordre de la désœuvrance. Adieu, monsieur Gillet, je ne vous remercie pas encore de votre coup de main, fit le marchand de grains en enfourchant son cheval et disparaissant au milieu des hurrahs. On vous gardera les fers des cercles, lui cria un charron venu pour contempler l'effet de cette chute. Un des limons s'était planté droit comme un arbre. Max restait pâle et pensif, atteint au cœur par la phrase de l'Espagnol. On parla pendant 5 jours à Issoudun de la charrette à Fario. Elle était destinée à voyager, comme dit le fils Godet, car elle fit le tour du Berry, où l'on se raconta les plaisanteries de Max et de Baruch. Ainsi, ce qui fut le plus sensible à l'Espagnol, il était encore 8 jours après l'événement, la fable de 3 départements, et le sujet de toutes les disettes. Max et la rabouilleuse, à propos des terribles réponses du vindicatif espagnol, furent aussi le sujet de 1000 commentaires qu'on se disait à l'oreille dans Issoudun, mais tout haut à Bourges, à Vatan, à Vierzon et à Châteauroux. Maxence Gillet connaissait assez le pays pour deviner combien ses propos devaient être envenimés. « On ne pourra pas les empêcher de causer, pensait-il. Ah, j'ai fait là un mauvais coup. »« Eh bien, Max, lui dit François, en lui prenant le bras, ils arrivent ce soir. »« Qui ? » ?»« Les Bridau. »« Ma grand-mère vient de recevoir une lettre de sa filleule. »« Écoute, mon petit, lui dit Max à l'oreille. J'ai réfléchi profondément à cette affaire. Flore ni moi, nous ne devons pas paraître en vouloir aux Bridau. Si les héritiers quittent Issoudun, c'est vous autres, les Hochons, qui devez les renvoyer. Examine bien ces Parisiens. Et quand je les aurai toisés, demain, chez la Cognette, nous verrons ce que nous pourrons leur faire et comment les mettre à mal avec ton grand-père. L'Espagnol a trouvé le défaut de la cuirasse à Max, dit Baruch à son cousin François, en rentrant chez M. Hochon et regardant leur ami qui rentrait chez lui. Pendant que Max faisait son coup, Flore, malgré les recommandations de son commensal, n'avait pu contenir sa colère, et sans savoir si elle en servait ou si elle en dérangeait les plans. Elle éclatait contre le pauvre célibataire. Quand Jean-Jacques encourait la colère de sa bonne, on lui supprimait tout d'un coup les soins et les chatteries vulgaires qui faisaient sa joie. Enfin, Flore mettait son maître en pénitence. Ainsi, plus de ces petits mots d'affection dont elle ornait la conversation avec des tonalités différentes et des regards plus ou moins tendres. Mon petit chat, mon gros bichon, mon bibi, mon chou, mon rat, etc. Un « vous » sec et froid, ironiquement respectueux, entrait alors dans le cœur du malheureux garçon comme une lame de couteau.
Ce « vous » servait de déclaration de guerre. Puis, au lieu d'assister au lever du bonhomme, de lui donner ses affaires, de prévoir ses désirs, de le regarder avec cette espèce d'admiration que toutes les femmes savent exprimer, et qui, plus elle est grossière, plus elle charme, en lui disant « Vous êtes frais comme une rose. Allons, vous vous portez à merveille. Que tu es beau, vieux Jean. » Enfin, au lieu de le régaler pendant son lever, des drôleries et des gaudrioles qui l'amusaient, Flore le laissait s'habiller tout seul. S'il appelait la rabouilleuse, elle répondait du bas de l'escalier « Je ne puis pas tout faire à la fois. Veillez à votre déjeuner et vous servir dans votre chambre. N'êtes-vous pas assez grand garçon pour vous habiller tout seul ?»« Mon Dieu, que lui ai-je fait ?» se demanda le vieillard en recevant une de ces rebuffades au moment où il demanda de l'eau pour se faire la barbe. « Védy, montez de l'eau chaude à monsieur !» cria Flore. « Védy ?» fit le bonhomme hébété par l'appréhension de la colère qui pesait sur lui. « Védy, qu'a donc madame ce matin ?» Flore Brasier se faisait appeler madame par son maître, par Védy, par Kouski et par Max. Elle aurait, à ce qu'il paraît, appris quelque chose de vous qui ne serait pas beau, répondit Védy en prenant un air profondément affecté. Vous avez tort, monsieur. Tenez, je ne suis qu'une pauvre servante, et vous pouvez me dire que je n'ai que faire de fourrer le nez dans vos affaires. Mais vous chercheriez parmi toutes les femmes de la terre, comme ce roi de l'Écriture sainte, vous ne trouveriez pas la pareille à madame. Vous devriez baiser la marque de ses pas par où elle passe, dame. Si vous lui donnez du chagrin, c'est vous percer le cœur à vous-même. Enfin, elle en avait les larmes aux yeux. Védy laissa le pauvre homme atterré. Il tomba sur un fauteuil, regarda dans l'espace comme un fou mélancolique et oublia de faire sa barbe. Ces alternatives de tendresse et de froideur opéraient sur cet être faible, qui ne vivait que par la fibre amoureuse. Les effets morbides produits sur le corps par le passage subi d'une chaleur tropicale à un froid polaire. C'était autant de pleurésie morale qui l'usait comme autant de maladies. Flore, seule au monde, pouvait agir ainsi sur lui, car uniquement pour elle, il était aussi bon qu'il était niais. « Eh bien, vous n'avez pas fait votre barbe ?» dit-elle en se montrant sur la porte. Elle causa le plus violent sursaut au père Rouget, qui, de pâle et défait, devint rouge pour un moment, sans oser se plaindre de cet assaut. « Votre déjeuner vous attend, mais vous pouvez descendre en robe de chambre et en pantoufles. Allez, vous déjeunerez seul. » Et sans attendre de réponse, elle disparut. Laisser le bonhomme déjeuner seul était celle de ces pénitences qui lui causaient le plus de chagrin. Il aimait à causer en mangeant. En arrivant au bas de l'escalier, Rouget fut pris par une quinte, car l'émotion avait réveillé son catarrhe. « Tous, tous, dit Flore dans la cuisine, sans s'inquiéter d'être ou non entendue par son maître. Pardé, le vieux scélérat est assez fort pour résister sans qu'on s'inquiète de lui. S'il tousse jamais son âme, celui-là, ce sera qu'après nous. » Telles étaient les aménités que la rabouilleuse adressait à Rouget en ces moments de colère. Le pauvre homme s'assit dans une profonde tristesse, au milieu de la salle, au coin de la table, et regarda ses vieux meubles, ses vieux tableaux d'un air désolé. « Vous auriez bien pu mettre une cravate, dit Flore en entrant. Croyez-vous que c'est agréable avoir un cou comme le vôtre, qui est plus rouge, plus ridé que celui d'un dindon ? » « Mais qu'est-ce que je vous ai fait ?» demanda-t-il en levant ses gros yeux vert clair, pleins de larmes, vers Flore, en affrontant sa mine froide. « Ce que vous avez fait, dit-elle, vous ne le savez pas. En voilà un hypocrite. Votre sœur Agathe, qui est votre sœur comme je suis celle de la tour d'Issoudun, à entendre votre père, et qui ne vous est de rien du tout, arrive de Paris avec son fils, ce méchant peintre de dessous, et viennent vous voir. Ma sœur et mes neveux viennent à Issoudun, dit-il stupéfait. Oui, jouez l'étonné.
pour me faire croire que vous ne leur avez pas écrit de venir. Cette malice cousue de fil blanc, soyez tranquille, nous ne troublerons point vos Parisiens, car avant qu'ils n'aient mis les pieds ici, les nôtres n'y feront plus de poussière. Max et moi, nous serons partis pour ne jamais revenir. Quant à votre testament, je le déchirerai en 4 morceaux à votre nez et à votre barbe. Entendez-vous? Vous laisserez votre bien à votre famille, puisque nous ne sommes pas votre famille. Après, vous verrez si vous serez aimé pour vous-même par des gens qui ne vous ont pas vu depuis 30 ans, qui ne vous ont même jamais vu. C'est pas votre sœur qui me remplacera, une dévote à 36 carats. N'est-ce que cela, ma petite Flore? Dit le vieillard. Je ne recevrai ni ma sœur ni mes neveux. Je te jure que voilà la première nouvelle que j'ai de leur arrivée. Et c'est un coup monté par madame Hochon, la vieille dévote. Max, qui put entendre la réponse du père Rouget, se montra tout à coup en disant d'un ton de maître « Qu'y a-t-il » ? Mon bon Max, reprit le vieillard, heureux d'acheter la protection du soldat, qui par une convention faite avec Flore prenait toujours le parti de Rouget, je jure par ce qu'il y a de plus sacré que je viens d'apprendre la nouvelle. Je n'ai jamais écrit à ma sœur. Mon père m'a fait promettre de ne lui rien laisser de mon bien, de le donner plutôt à l'Église. Enfin, je ne recevrai ni ma sœur Agathe, ni ses fils. Votre père avait tort, mon cher Jean-Jacques. Et madame a bien plus tort encore, répondit Max. Votre père avait ses raisons. Il est mort. Sa haine doit mourir avec lui. Votre sœur est votre sœur. Vos neveux sont vos neveux. Vous vous devez à vous-même de les bien accueillir, et à nous aussi. Que dirait-on dans Issoudun? Tonnerre, j'en ai assez sur le dos. Il ne manquerait plus que de m'entendre dire que nous vous séquestrons, que vous n'êtes pas libre, que nous vous avons animé contre vos héritiers, que nous captons votre succession. Que le diable m'emporte si je ne déserte pas le camp à la seconde calomnie. Et c'est assez d'une. Déjeunons. Flore, devenue douce comme une hermine, aida la Védie à mettre le couvert. Le père Rouget, plein d'admiration pour Max, le prit par les mains, l'emmena dans l'embrasure d'une des croisées, et là lui dit à voix basse « Ah, Max, j'aurai un fils. Je ne l'aimerai pas autant que je t'aime. Et Flore avait raison, à vous deux, vous êtes ma famille. Tu as de l'honneur, Max, et tout ce que tu viens de dire est très bien. Vous devez fêter votre sœur et votre neveu, mais ne rien changer à vos dispositions, lui dit alors Max en l'interrompant. Vous satisferez ainsi votre père et le monde. Eh bien, mes chers petits amours, s'écria Flore d'un ton gai, le salmis va se refroidir? Tiens, mon vieux rat, voilà une aile, dit-elle en souriant à Jean-Jacques Rouget. À ce mot, la figure chevaline du bonhomme perdit ses teintes cadavéreuses. Il eut sur ses lèvres pendantes un sourire de Thériaki, mais l'atout le reprit, car le bonheur de rentrer en grâce lui donnait une émotion aussi violente que celle d'être en pénitence. Flore se leva, s'arracha de dessus les épaules un petit châle de cachemire et le mit en cravate au cou du vieillard, en lui disant « C'est bête de se faire du mal comme ça pour tes riens. Tenez, vieil imbécile, ça vous fera du bien, c'était sur mon cœur. » Quelle bonne créature, dit Rouget à Max, pendant que Flore alla chercher un bonnet de velours noir pour en couvrir la tête presque chauve du célibataire. Aussi bonne que belle, répondit Max. Mais elle est vive, comme tous ceux qui ont le cœur sur la main. Peut-être blâmera-t-on la crudité de cette peinture, et trouvera-t-on les éclats du caractère de la rabouilleuse empreint de ce vrai que le peintre doit laisser dans l'ombre. Eh bien, cette scène, 100 fois recommencée avec d'épouvantables variantes, est, dans sa forme grossière et dans son horrible véracité, le type de celle que jouent toutes les femmes, à quel bâton de l'échelle sociale qu'elles soient perchées.
quand un intérêt quelconque les a divertis de leur ligne d'obéissance et qu'elles ont saisi le pouvoir. Comme chez les grands politiques, à leurs yeux tous les moyens sont légitimés par la fin. Entre Flore Brasier et la duchesse, entre la duchesse et la plus riche bourgeoise, entre la bourgeoise et la femme la plus splendidement entretenue. Il n'y a de différence que celle due à l'éducation qu'elles ont reçue et au milieu où elles vivent. Les bouderies de la grande dame remplacent les violences de la rabouilleuse. À tout étage, les amères plaisanteries, des moqueries spirituelles, un froid dédain, des plaintes hypocrites, de fausses querelles obtiennent le même succès que les propos populaciers de cette madame Évrard d'Issoudun. Max se mit à raconter si drôlement l'histoire de Fario qu'il fit rire le bonhomme. Védy et Kouski, venus pour entendre ce récit, éclatèrent dans le couloir. Quant à Flore, elle fut prise du fou rire. Après le déjeuner, pendant que Jean-Jacques lisait les journaux, car on s'était abonné au Constitutionnel et à la Pandore, Max emmena Flore chez lui. « Es-tu sûr que depuis qu'il t'a institué son héritière, il n'a pas fait quelque autre testament ?»« Il n'a pas de quoi écrire, répondit-elle. »« Il a pu en dicter un à quelque notaire, fit Max. S'il ne l'a pas fait, il faut prévoir ce cas-là. Donc, accueillons à merveille les Bridau, mais tâchons de réaliser et promptement tous les placements hypothécaires. Nos notaires ne demanderont pas mieux que de faire des transports. Ils y trouvent à boire et à manger. Les rentes montent tous les jours. On va conquérir l'Espagne et délivrer Ferdinand VII de ses Cortés. Ainsi, l'année prochaine, les rentes dépasseront peut-être le père. C'est donc une bonne affaire que de mettre les 750 000 francs du bonhomme sur le grand livre à 89. Seulement essaie de les faire mettre en ton nom. Ce sera toujours cela de sauver. Une fameuse idée, dit Flore. Et comme on aura 50 000 francs de rente pour 890 000 francs, il faudra lui faire emprunter 140 000 francs pour 2 ans, à rendre par moitié. En 2 ans, nous toucherons 100 000 francs de Paris et 90 ici. Nous ne risquons donc rien. Sans toi, mon beau Max, que serions-nous devenus, dit-elle. Ah, demain soir chez la Cognette, après avoir vu les Parisiens, je trouverai les moyens de les faire congédier par les Hochon eux-mêmes. As-tu de l'esprit, mon ange? Tiens, tu es un amour d'homme. La place Saint-Jean est située au milieu d'une rue appelée Grande Narette, dans sa partie supérieure, et Petite Narette dans l'inférieure. En Berry, le mot narette exprime la même situation de terrain que le mot génois salita, c'est-à-dire une rue en pente roide. La narette est très rapide de la place Saint-Jean à la porte Villate. La maison du vieux monsieur Hochon est en face de celle où demeurait Jean-Jacques Rouget. Souvent, on voyait, par celle des fenêtres de la salle où se tenait madame Hochon, ce qui se passait chez le père Rouget, et vice-versa, quand les rideaux étaient tirés ou que les portes restaient ouvertes. La maison de M. Hochon ressemble tant à celle de Rouget que ces deux édifices furent sans doute bâtis par le même architecte. Hochon, jadis receveur des tailles à Celles en Berry, né d'ailleurs à Issoudun, était revenu s'y marier avec la sœur du subdélégué, le galant Lousteau, en échangeant sa place de Celles contre la recette d'Issoudun. Déjà retiré des affaires en 1786, il évita les orages de la Révolution, au principe de laquelle il adhéra d'ailleurs pleinement, comme tous les honnêtes gens qui hurlent avec les vainqueurs. Monsieur Hochon ne volait pas sa réputation de grand avare, mais ne serait-ce pas s'exposer à des redites que de le peindre? Un des traits d'avarice qui le rendirent célèbre suffira sans doute pour vous expliquer M. Hochon tout entier. Lors du mariage de sa fille, alors morte, et qui épousait un Borniche, il fallut donner à dîner à la famille Borniche. Le prétendu, qui devait hériter d'une grande fortune, mourut de chagrin d'avoir fait de mauvaises affaires,
et surtout du refus de ses pères et mères qui ne voulurent pas l'aider. Ces vieux borniches vivaient encore en ce moment, heureux d'avoir vu M. Hochon se chargeant de la tutelle, à cause de la dot de sa fille, qu'il se fit fort de sauver. Le jour de la signature du contrat, les grands-parents des deux familles étaient réunis dans la salle, les Hochon d'un côté, les borniches de l'autre, tous endimanchés. Au milieu de la lecture du contrat, que faisait gravement le jeune notaire Héron, la cuisinière entre et demande à M. Hochon de la ficelle pour ficeler un dinde, partie essentielle du repas. L'ancien receveur des tailles tire du fond de la poche de sa redingote un bout de ficelle qui sans doute avait déjà servi à quelques paquets. Il le donna, mais avant que la servante eût atteint la porte, il lui cria « Grit, tu me le rendras !» Grit est en Berry l'abréviation usitée de Marguerite. Vous comprenez dès lors, et M. Hochon, et la plaisanterie faite par la ville sur cette famille composée du père, de la mère et de 3 enfants, les 5 Hochon. D'année en année, le vieil Hochon était devenu plus vétilleux, plus soigneux, et il avait en ce moment 85 ans. Il appartenait à ce genre d'homme qui se baisse au milieu d'une rue par une conversation animée, qui ramasse une épingle en disant « Voilà la journée d'une femme », et qui pique l'épingle au parement de leur manche. Il se plaignait très bien de la mauvaise fabrication des draps modernes en faisant observer que sa redingote ne lui avait duré que 10 ans. Grand, sec, maigre, à teint jaune, parlant peu, lisant peu, ne se fatiguant point, observateur des formes comme un oriental, il maintenait au logis un régime d'une grande sobriété, mesurant le boire et le manger à sa famille, d'ailleurs assez nombreuse et composée de sa femme, née Lousteau, de son petit-fils, Baruch, et de sa sœur Adolphine, héritier des vieux borniches, enfin de son autre petit-fils, François Hochon. Hochon, son fils aîné, puis en 1813 par cette réquisition d'enfants de famille échappés à la conscription et appelés les gardes d'honneur, avait péri au combat d'Hanau. Cet héritier présomptif avait épousé de très bonne heure une femme riche, afin de ne pas être repris par une conscription quelconque. Mais alors il mangea toute sa fortune en prévoyant sa fin. Sa femme, qui suivit de loin l'armée française, mourut à Strasbourg en 1814, y laissant des dettes que le vieil Hochon ne paya point, en opposant aux créanciers cet axiome de l'ancienne jurisprudence « les femmes sont des mineurs ». On pouvait donc toujours dire les 5 Hochon, puisque cette maison se composait encore de 3 petits-enfants et des 2 grands-parents. Aussi la plaisanterie durait-elle toujours, car aucune plaisanterie ne vieillit en province. Grit, alors âgé de 60 ans, suffisait à tout. La maison, quoique vaste, avait peu de mobilier. Néanmoins, on pouvait très bien loger Joseph et Madame Brideau dans 2 chambres au 2e étage. Le vieil Hochon se repentit alors d'y avoir conservé 2 lits accompagnés chacun d'eux d'un vieux fauteuil en bois naturel et garni en tapisserie, d'une table en noyer sur laquelle figurait un pot à eau du genre dit gueulard, dans sa cuvette bordée de bleu. Le vieillard mettait sa récolte de pommes et de poires d'hiver, de nèfles et de coings, sur de la paille dans ces 2 chambres où dansaient les rats et les souris. Aussi exhalait-elle une odeur de fruits et de souris. Madame Hochon y fit tout nettoyer. Le papier décollé par place fut recollé au moyen de pain à cacheter. Elle orna les fenêtres de petits rideaux qu'elle tailla dans de vieux fourreaux de mousseline à elle. Puis, sur le refus de son mari d'acheter de petits tapis en lisière, elle donna sa descente de lit à sa petite Agathe, en disant de cette mère de 47 ans sonnés, pauvre petite. Madame Hochon emprunta 2 tables de nuit aux borniches, et loua très audacieusement chez un fripier
le voisin de la Cognette, 2 vieilles commodes à poignées de cuivre. Elle conservait 2 paires de flambeaux en bois précieux, tournés par son propre père, qui avait la manie du tour. De 1770 à 1780, ce fut un ton chez les gens riches d'apprendre un métier. Et M. Lousteau, le père, ancien premier commis des aides, fut tourneur, comme Louis XVI fut serrurier. Ces flambeaux avaient pour garniture des cercles en racines de rosier, de pêcher, d'abricotier. Madame Hochon risqua ses précieuses reliques. Ces préparatifs et ce sacrifice redoublèrent la gravité de M. Hochon, qui ne croyait pas encore à l'arrivée des Bridau. Le matin même de cette journée illustrée par le tour fait à Fario, Madame Hochon dit après le déjeuner à son mari « J'espère, Hochon, que vous recevrez comme il faut Madame Bridau, ma filleule. » Puis, après s'être assurée que ses petits-enfants étaient partis, elle ajouta « Je suis maîtresse de mon bien. Ne me contraignez pas à dédommager Agathe dans mon testament de quelque mauvais accueil. » « Croyez-vous, madame, répondit Hochon, d'une voix douce, qu'à mon âge, je ne connaisse pas la civilité puérile et honnête. Vous savez très bien ce que je veux dire, vieux sournois. Soyez aimable pour nos hôtes, et souvenez-vous combien j'aime Agathe. Vous aimiez aussi Maxence Gilet, qui va dévorer une succession due à votre chère Agathe. Ah, vous avez réchauffé là un serpent dans votre sein, mais après tout, l'argent des Rouget devait appartenir à un lousteau quelconque. Après cette allusion à la naissance présumée d'Agathe et de Max, Hochon voulut sortir, mais la vieille Madame Hochon, femme encore droite et sèche, coiffée d'un bonnet rond à coque et poudré, ayant une jupe de taffetas à gorge de pigeon, à manches justes et les pieds dans des mules, posa sa tabatière sur sa petite table et dit « En vérité, comme un homme d'esprit comme vous, monsieur Hochon, peut-il répéter des niaiseries qui malheureusement ont coûté le repos à ma pauvre amie et la fortune de son père à ma pauvre filleule. Max Gilet n'est pas le fils de mon frère, à qui j'ai bien conseillé dans le temps d'épargner ses écus. Enfin, vous savez aussi bien que moi que madame Rouget était la vertu même. Et la fille est digne de la mère, car elle me paraît bien bête. Après avoir perdu toute sa fortune, elle a si bien élevé ses enfants qu'en voilà un en prison, sous le coup d'un procès criminel à la cour des pairs, pour le fait d'une conspiration à la Berton. Quant à l'autre, il est dans une situation pire, il est peintre. Si vos protégés restent ici jusqu'à ce qu'ils aient dépêtré cet imbécile de Rouget des grilles de la Rabouilleuse et de Gilet, nous mangerons plus d'un minot de sel avec eux. Assez, monsieur Hochon. Souhaitez qu'ils en tirent pied ou aile. Monsieur Hochon prit son chapeau, sa canne à pomme d'ivoire, et sortit pétrifié par cette terrible phrase, car il ne croyait pas à tant de résolution chez sa femme. Madame Hochon, elle, prit son livre de prière pour lire l'ordinaire de la messe, car son grand âge l'empêchait d'aller tous les jours à l'église. Elle avait de la peine à s'y rendre les dimanches et les jours fériés. Depuis qu'elle avait reçu la réponse d'Agathe, elle ajoutait à ses prières habituelles une prière pour supplier Dieu de dessiller les yeux à Jean-Jacques Rouget, de bénir Agathe et de faire réussir l'entreprise à laquelle elle l'avait poussée. En se cachant de ses 2 petits-enfants, à qui elle reprochait d'être des parpaillots, elle avait prié le curé de dire, pour ce succès, des messes pendant une neuvaine accomplie par sa petite-fille Adolphine Borniche, qui s'acquittait des prières à l'église par procuration. Adolphine, alors âgée de 18 ans, et qui, depuis 7 ans, travaillait à côté de sa grand-mère dans cette froide maison, à mœurs méthodiques et monotones, fit d'autant plus volontiers la neuvaine qu'elle souhaitait inspirer quelques sentiments à Joseph Bridau, cet artiste incompris par M. Hochon, et auquel elle prenait le plus vif intérêt à cause des monstruosités que son grand-père prêtait à ce jeune Parisien. Les vieillards, les gens sages, la tête de la ville, les pères de famille approuvaient d'ailleurs la conduite de madame Hochon.
et leurs vœux en faveur de sa filleule et de ses enfants étaient d'accord avec le mépris secret que leur inspirait depuis longtemps la conduite de Maxence Gilet. Ainsi, la nouvelle de l'arrivée de la sœur et du neveu du père Rouget produisait deux partis dans Issoudun, celui de la haute et vieille bourgeoisie, qui devait se contenter de faire des vœux et de regarder les événements sans y aider, celui des chevaliers de la désœuvrance et des partisans de Max, qui malheureusement étaient capables de commettre bien des malices à l'encontre des Parisiens. Ce jour-là, donc, Agathe et Joseph débarquèrent sur la place Misère, au bureau des messageries à 3 heures. Quoique fatiguée, madame Bridau se sentit rajeunie à l'aspect de son pays natal, où elle reprenait à chaque pas ses souvenirs et ses impressions de jeunesse. Dans les conditions où se trouvait alors la ville d'Issoudun, l'arrivée des Parisiens fut sue dans toute la ville à la fois en 10 minutes. Madame Hochon alla sur le pas de sa porte pour recevoir sa filleule et l'embrassa comme si c'eût été sa fille. Après avoir parcouru pendant 72 ans une carrière à la fois vide et monotone, où, en se retournant, elle comptait les cercueils de ses 3 enfants, morts tous malheureux, elle s'était fait une sorte de maternité factice pour une jeune personne qu'elle avait eue, selon son expression, dans ses poches pendant 16 ans. Dans les ténèbres de la province, elle avait caressé cette vieille amitié, cette enfance et ses souvenirs, comme si Agathe eût été présente. Aussi s'était-elle passionnée pour les intérêts des Bridau. Agathe fut menée en triomphe dans la salle où le digne monsieur Hochon resta froid comme un four miné. « Voilà monsieur Hochon. Comment le trouves-tu » dit la marraine à sa filleule. « Mais absolument comme quand je l'ai quitté, dit la Parisienne. « Ah, l'on voit que vous venez de Paris. Vous êtes complimenteuse, fit le vieillard. » Les présentations eurent lieu, celle du petit Baruch Borniche, grand jeune homme de 22 ans, celle du petit François Hochon, âgé de 24 ans, et celle de la petite Adolphine, qui rougissait, ne savait que faire de ses bras et surtout de ses yeux, car elle ne voulait pas avoir l'air de regarder Joseph Bridau, curieusement observé par les 2 jeunes gens et par le vieux Hochon, mais à des points de vue différents. L'avare se disait « Il sort de l'hôpital, il doit avoir faim comme un convalescent. » Les 2 jeunes gens se disaient « Quel brigand, quelle tête, il nous donnera bien du fil à retordre. »« Voilà mon fils le peintre, mon bon Joseph, » dit enfin Agathe en montrant l'artiste. Il y eut dans l'accent du mot « bon » un effort où se révélait tout le cœur d'Agathe qui pensait à la prison du Luxembourg. « Il a l'air malade, » s'écria madame Hochon. « Il ne te ressemble pas. »« Non, madame, » reprit Joseph, avec la brutale naïveté de l'artiste. « Je ressemble à mon père, et en l'ai encore. »